34 ans après les faits, ouverture sur 11 octobre du procès Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. 14 personnes sont accusées et 12 ont répondu présent ce matin. Débuté à 9h, le procès a été suspendu à 15h à la demande des avocats de la défense. Dans cette édition, compte rendu plus détaillé de ce premier jour de procès. Journée internationale de la jeune fille ce 11 octobre, une date reconnue depuis 2011 en vue de défendre les droits de cette frange de la population. Une journée marquée au Burkina Faso par un échange entre jeunes filles et décideurs sur les mariages précoces et le processus de révision du Code des personnes de la famille. Tunisie, la nouvelle chef de gouvernement et les membres de son cabinet ont prêté serment ce lundi. Prestation de serment faite devant le président de la République, Kais Saïd. Un nouveau gouvernement pour un pays qui attendait depuis 3 mois. Bonsoir, ravi de vous retrouver cette semaine encore pour les éditions de 20h. Début effectif ce matin du procès Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Ce premier jour du procès a été consacré aux questions de format. Après des difficultés rencontrées, le tribunal a pu se constituer avec la désignation des juges assesseurs militaires. 12 accusés sur 14 ont répondu à l'appel. Débuté à 9h, l'audience a été suspendue autour de 15h à la demande des avocats de la défense. Le compte-rendu du premier jour de ce procès avec Abdourahim Nienye dans ce reportage. Compte tenu de la présence d'un général de brigade sur le banc des accusés, en l'occurrence le général Gilbert Diendéré, il fallait en principe des juges assesseurs de grade supérieur ou de même grade pour siéger aux côtés des juges professionnels. Cependant, les officiers supérieurs dans la salle qui ont été proposés ont décliné l'offre, l'un évoquant des raisons de santé et l'autre des liens d'amitié forts avec certains accusés. Le tribunal décide donc de passer outre le principe de la hiérarchie dans la désignation des juges assesseurs avec l'avis du parquet militaire. Le tribunal chargé de juger l'affaire Thomas Sankara et 12 de ses compagnons est donc composé, en plus des juges professionnels, de 2 colonels-majors et d'un colonel. 3 suppléants ont également été désignés, dont 2 commandants et un capitaine. À la reprise après une suspension, 2 accusés manquent à l'appel. Il s'agit du président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando. Le président du tribunal, Urbain Meda, prend donc une ordonnance demandant à ces derniers de se présenter devant le tribunal dans les 10 prochains jours. L'absence de ces 2 accusés n'empêche pas la tenue du procès, mais des avocats de la défense demandent un renvoi pour mieux prendre connaissance du dossier. La partie civile ne s'y oppose pas. Elle demande en plus l'enregistrement du procès au regard de son historicité. Après des échanges, le tribunal décide de la suspension de l'audience qui doit reprendre le lundi 25 octobre prochain. La requête pour l'enregistrement est rejetée en application de l'article 43 du Code de justice militaire. 12 accusés présents sur 14 au total ce matin à l'audience. Les 2 absents sont les 2 principaux accusés, Blaise Compaoré exilé en Côte d'Ivoire et Hyacinthe Kafando. Pour la veuve du président Thomas Sankara, Mariam Sankara, c'est un procès historique. Toutefois, la requête de certains avocats, dont ceux de la partie civile, qui est de voir diffuser le procès, a été rejetée par la Chambre. Le procès qui a ouvert son audience ce matin a été renvoyé au 25 octobre prochain pour permettre à 2 des avocats de la défense commis d'office de prendre connaissance des dossiers estimés à plus de 2000 pages. Michael Togré. Blaise Compaoré, principal accusé, et Hyacinthe Kafando, supposé être à la tête du commando du 15 octobre, sont les grands absents à l'ouverture du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Mais les 12 autres mis en cause, dont le général Gilbert Diendéré, sont dans le box des accusés. Juste à côté, Mariam Sankara, la veuve du capitaine, espère que ce procès sera celui de la vérité, 34 ans après l'assassinat du père de la Révolution. Et là, en tout cas, en attendant que la vérité que nous avons toujours recherchée, que cette vérité soit connue. Et comme je dis, c'est important pour toutes les familles des victimes. Toutes les familles des victimes attendent ce moment et les Burkinabés aussi. Ils étaient des amis. Blaise Compaoré, la maison était comme chez lui. C'était la même chose que chez les parents de Thomas. Il y allait comme il venait. Bon, c'était vraiment comme quelqu'un de la famille. Aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. Comme tout le monde, tous les Burkinabés, nous attendons cette vérité. Donc c'est ça qui commence, c'est ce jour qui commence aujourd'hui. Les péripéties de l'ouverture du procès donnent lieu à plusieurs suspensions. Des requêtes des avocats aussi bien de la défense que de la partie civile de voir diffuser ce procès dit historique seront rejetées par la Chambre. Une satisfaction pour l'avocat des colonels-majors à la retraite, Amadou Kafando et Jean-Pierre Palme. Pour la partie civile représentée par Maître Prosper Farama, c'est une véritable déception de ne pas voir diffuser ce procès.
Je n'ai pas refusé, j'ai demandé à ce que la loi soit appliquée. La loi dit qu'on n'enregistre pas les procès, que je ne vais pas m'allier à une violation de la loi. Et si ça avait été le cas, on ne parlerait pas. Et le dossier Sankara aurait été bloqué par la faute de qui? La loi dit qu'on n'enregistre pas, on ne diffuse pas. Et on vient demander de déroger à la loi parce que c'est un dossier emblématique. Non, écoutez, respectons notre justice. Pour un intérêt d'archivage pour l'histoire, la grande histoire du Burkina, nous pensions qu'on aurait pu, on aurait même peut-être dû enregistrer ce procès pour qu'il serve aux générations futures. Mais malheureusement, le tribunal en a décidé autrement. Mais écoutez, nous en prenons acte. Nous sommes là uniquement pour la vérité et la justice. Donc nous attachons du prix à ce que les droits de toutes les parties soient respectés. C'est pour cela d'ailleurs que nous avions souhaité que Blaise Compaoré puisse comparaître, mais dans le respect entier de ses droits, donner sa version des faits, et que s'il est coupable, il soit condamné, et que s'il est innocent, il soit innocenté. À ce procès assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons, 14 personnes sont inculpées. Une soixantaine de témoins seront appelés à la barre. Le procès a été suspendu et reprendra le 25 octobre prochain. Gilbert Diendéré et Blaise Compaoré dans ce procès sont poursuivis, entre autres pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavres. Toujours sur cette même actualité, je vous propose la réaction de l'avocat de la famille Sankara, Maître Benewende Stanislas Sankara. Il appelle les membres du tribunal à un devoir de conscience pour la réussite de ce procès. Dans l'élément que vous allez suivre, vous entendrez aussi des proches de la famille Sankara et des citoyens. Ils sont tous au micro de Michael Toukri. C'est interpeller chaque membre du tribunal militaire à un devoir de conscience, de s'interroger sur les faits pour permettre au tribunal d'en tirer les conséquences en droit. Donc pour nous, en tout cas pour moi, en tant qu'avocat, c'est la bonne preuve que tous les principes qui gouvernent le procès judiciaire sont ici respectés. Et il faut le dire, il faut le souligner avec force. L'ouverture donc de ce procès, déjà, c'est un sentiment de satisfaction parce que si depuis plus de 30 ans, les gens ont toujours réclamé et continuent de réclamer que justice soit rendue au nom donc de Feu Sankara et ses compagnons assassinés le 15 octobre. Donc déjà, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime le fait d'être présent ce matin ici. Donc c'est quelque chose de très important de savoir la vérité de pourquoi il a été tué, qui sont ses assassins. Et vraiment, avant d'aller à la réconciliation, nous voulons la vérité. Il faut d'abord une vérité, la justice, et après la réconciliation. On ne peut pas pardonner à quelqu'un, on ne sait pas qui l'a tué, et qui sont les auteurs, et pourquoi il a été tué. Donc, c'est notre devoir de venir à ce procès-là pour connaître la vérité. Aujourd'hui, c'est le jugement du drame du 15 octobre 1987. Nous devons fonder un grand espoir en la réconciliation à travers cette manifestation de la vérité. Parce qu'il y a eu trop de mensonges. Et il y a eu beaucoup de vérités partielles. Mais je crois que cette vérité-là, aujourd'hui, même si elle est partielle, par le fait qu'il y en a qui refusent de venir comparaître, cette vérité sera complétée par le temps et permettra aux gens de mieux vivre ensemble. Voilà qui referme la page du procès de l'affaire Thomas Sankara dans ce 20h. Toute autre chose à présent. Nous sommes le 11 octobre 2021. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des jeunes filles, une date reconnue depuis 2011 par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une journée pour reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. Au Burkina Faso, l'ONG Save the Children, pour commémorer cette journée, a initié un cadre d'échange entre jeunes filles et décideurs. Les discussions ont porté principalement sur le processus des révisions du Code des personnes et de la famille et aussi sur le mariage précoce, l'un des obstacles de la jeune fille sur le continent africain. Sanata Siré. Cette cérémonie de clôture. J'ai été donnée en mariage quand j'avais 12 ans. Et je suis là à ce dialogue. Tout comme Edith Ouedraogo, elles sont nombreuses ces jeunes filles victimes de mariage précoce. Il est ressorti que le Burkina Faso fait partie des 10 pays africains affectés par ce phénomène, avec 52% de femmes mariées avant l'âge de 18 ans et 10% de femmes mariées avant l'âge de 15 ans. C'est pourquoi l'ONG Save the Children a, à l'occasion de cette journée commémorative de la fille,
Initier ce cadre de dialogue entre jeunes filles et décideurs était au cœur des échanges de cette rencontre la problématique du mariage d'enfants et le processus de relecture du Code des personnes et de la famille CPF qui fixe l'âge au mariage à 18 ans. Un enfant victime de mariage est un enfant potentiellement exposé à des violences et abus sexuels de la part du conjoint. Un enfant victime de mariage est un enfant qui encourt des risques pour sa santé, liés notamment aux grossesses précoces, considérées comme une des premières causes de mortalité chez les adolescents de 15 à 19 ans. Un enfant victime de mariage est généralement contraint d'abandonner l'école. D'ailleurs, les tâches domestiques et l'éducation des enfants ne leur laissent pas le temps d'y penser. C'est pourquoi il est vraiment important et urgent d'investir dans le combat pour la fin du mariage d'enfants dans le monde, particulièrement au Burkina Faso. Cette rencontre a permis à ces jeunes d'avoir des échanges directs avec les décideurs, dont la ministre en charge de la Justice. Un face-à-face qui leur a permis de soumettre leurs préoccupations, tout en émettant des souhaits. Celui de voir le nouveau code adopté d'ici la fin de l'année 2021. Des doléances à qui séance tenante ont eu des réponses favorables de la part de la ministre Victoria Ouédraogo. Après les débats, je peux vous rassurer que l'âge de 18 ans ne pose plus de problème en tant que tel au niveau du Conseil des ministres parce que nous sommes d'avis que le Burkina Faso, qui a ratifié des conventions internationales, doit respecter ces conventions. C'est possible qu'avant la fin de l'année, on réintroduise le document au niveau du Conseil des ministres, mais ce n'est pas évident que cette loi puisse être adoptée au cours de cette année parce que l'Assemblée nationale aussi a un programme qu'elle se doit de respecter et ce n'est pas évident que ce document soit prêt pour être introduit à cette dernière session donc, de l'année. Ils ont été une cinquantaine de jeunes à prendre part à cette rencontre de dialogue initiée par Save the Children. Une rencontre qui a connu la participation de l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, la directrice générale de Save the Children au niveau mondial et la coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina Faso, Konameba. Clôture des activités du Forum national des jeunes édition 2021 démarré le 7 octobre dernier. C'est le 9 octobre que les jeunes venus des régions du Burkina Faso se sont quittés. Et ce, après les travaux autour de la question de la réconciliation. Des travaux suivis de recommandations à l'endroit du gouvernement burkinabé. L'acte fort de cette édition du Forum national des jeunes dans la cité du Cavalier Rouge, c'était aussi le face-à-face entre le président du Faso et la jeunesse. Cérémonie de clôture dans ce reportage de Fatima Tanikema. Cette cérémonie de clôture, marquée essentiellement par des interventions, a permis aux différents participants de s'exprimer face au chef de l'État burkinabé et son gouvernement. À tour de rôle, les représentants des différentes corporations de jeunes ont égrené les difficultés qui sont celles de la jeunesse burkinabé avant de formuler des recommandations adressées au président du Faso. Nous demandons au moins 10% du budget de toutes les collectivités au Burkina Faso, c'est-à-dire les communes et les conseils régionaux, pour financer les projets et les initiatives des jeunes d'ici 2023. Ça va permettre aux jeunes de bouger et les permettre de contribuer donc à la dynamique du développement national. Excellence, nous voulons donc la reconnaissance des titres de diplôme professionnels tels que le CQP, le BTP et le BTS dans la convention collective avec le secteur privé et le recrutement de l'État d'ici 2022. En plus de ces recommandations d'ordre économique et professionnel, les participants ont formulé d'autres recommandations en lien avec le thème de cette édition du Forum national des jeunes axé sur la réconciliation. Des recommandations qui ont suscité l'intervention du président du Faso. C'est les hommes qui créent les difficultés pour la réconciliation. Sur la réconciliation, quelle que soit la voie, s'il n'y a pas une disposition intérieure d'esprit et de cœur pour véritablement y aller, quelle que soit la forme, ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Et nous avons cette volonté de faire aboutir cette réconciliation avec un vrai pardon qui permette à chacun de vivre librement et tranquillement au Burkina Faso et qui vous permette, vous, la jeunesse, de ne pas porter des sacs que nous on a portés, vous laissez. Vous devez vous débarrasser et regarder de l'avenir.
C'est un face-à-face avec le président du Faso qui a permis également aux jeunes de prendre des résolutions. Ces derniers se sont engagés résolument à soutenir les actions de développement du gouvernement et promettent de s'investir dans la mise en œuvre des recommandations issues de ce forum. Voilà un reportage de Fatima Tanikiema qui porte la voix de Alice Ouedraogo. Retour à Ouagadougou, le CISAG, Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, était en conférence de presse ce matin. 3 sujets étaient à l'ordre du jour à ce rendez-vous avec les hommes de médias. Sommet France-Afrique, la situation sécuritaire dans le Sahel et la gouvernance actuelle au Burkina Faso. Voici entre autres les sujets abordés ce matin par le CISAG. Les détails avec Yassine Sawadko. Selon le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, le Burkina Faso vit des moments difficiles et il en appelle à des réformes urgentes au niveau sécuritaire, mais également sur le plan économique et social, afin de minimiser l'impact de la crise actuelle que vivent les Burkinabés. Après sa réélection en 2020, le président Kaboré a fait la promesse d'apporter des correctifs en profondeur afin de créer les conditions d'un déclic salvateur. Par conséquent, il devrait en tenir compte au niveau des choix opérés dans la mise en œuvre de son programme de gouvernance et ne pas donner cette impression d'un capitaine déboussolé dont le navire serait submergé par les vagues hostiles au point de prendre l'eau de toutes parts. Le temps presse et il faut agir dès à présent. Face à cela, nous estimons que le changement des personnes doit aussi et surtout s'appuyer sur une réorganisation stratégique en profondeur. Même si les changements opérés par le chef de l'État au niveau de la chaîne de commandement sont venus tard selon le président du CISAG, il se réjouit néanmoins de ce réaménagement qui va sans nul doute apporter des résultats positifs sur le terrain. Il y a eu des nominations. Ces nominations pour nous-mêmes sont venues un peu tard parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait ces nominations aient lieu depuis bien longtemps, que les 16 soldats étaient tombés. Alors donc, vous avez vu le cas des choses, avant le cas de Yurgou, alors donc il y a eu tellement de spéculations où on avait trouvé que les responsables actuels de l'armée ne maîtrisaient plus la situation. Alors donc, ça avait été vraiment un tollé populaire où les gens vraiment se sont beaucoup indignés. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement s'est indigné du choix des représentants des organisations de la société civile burkinabé au sommet France-Afrique à Montpellier. Et pour une stratégie de lutte efficace contre le Covid-19, les conférenciers estiment que le vaccin ne doit pas se faire par obligation, mais volontairement. Abodou Lasso, sorti de la première promotion d'architectes entièrement formés au Burkina Faso par l'Université Aube Nouvelle. Au total, 13 impétrants, dont 5 en master et 8 en licence, ont achevé leur cursus. Ils intègrent officiellement la grande famille des architectes du Burkina Faso. De nouveaux architectes qui comptent poursuivre leur formation sur le terrain auprès de leurs aînés. La cérémonie de sortie de promotion a été présidée par le professeur Alkassou Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, et le ministre en charge de l'urbanisme, Stanislas Sankara. Les images avec Joseph Foudko. Ces jeunes diplômés qui intègrent désormais la grande famille des architectes ont été entièrement formés au Burkina Faso. Ils sont de la 3e promotion de la licence et la première promotion en master de l'Université Aube Nouvelle. Une cérémonie de sortie de promotion présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons pleinement conscience du rôle des architectes dans la construction d'un pays. Et nous avons conscience du fait qu'effectivement, cette offre de formation va nous permettre effectivement d'offrir sur place des possibilités à ceux qui ont les capacités de se former dans un domaine aussi pointu que celui de l'architecture. Le fait d'avoir des gens comme Kini, qui font un excellent travail dans le privé, à travers Aube Nouvelle, nous sommes rassurés de savoir que nos enfants, les enfants du peuple, vont avoir accès à une formation supérieure de qualité. Pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ces nouvelles compétences formées par l'Université Aube Nouvelle viennent à point nommé. Nous faisons le plaidoyer tous les jours pour que l'État intervienne dans le contrôle en amont et en aval de tout ce qui concerne l'habitat et même les aménagements. Donc vous comprenez que, en tout cas à notre niveau, ils seront les bienvenus. Mais souvent, vu la rareté de l'expertise, beaucoup sont allés au privé, à leur propre compte.
Un sentiment de devoir accompli selon le premier responsable de l'université Aube Nouvelle. L'État vous autorise. Il faut donc mesurer le poids sur vos épaules. On n'a pas droit à l'erreur. Et donc il fallait prendre les dispositions nécessaires, tant au niveau des curricula qu'au niveau de l'enseignement même de ces différents cours. Et cela a nécessité que nous fassions appel à l'expertise au niveau international pour renforcer les compétences au niveau national. Et pour évaluer ces étudiants, il faut donc un jury irréprochable. Sur 6 étudiants en master au départ, 5 ont été retenus par le grand jury. Pour eux, le chemin est encore long. Beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire et nous comptons réellement aussi nous mettre aussi à pied d'œuvre à côté de nos aînés. Nous n'allons pas dire que nous sommes architectes accomplis. Nous venons de sortir, il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. Il y a beaucoup à faire. Donc nous allons nous mettre à côté de nos aînés et nous pensons que nous avons aussi quelque chose à apporter pour la nation. Et ce sont ces signatures de convention avec l'Ordre des architectes et le ministère de l'Urbanisme qui ont marqué le clou de la cérémonie de remise de parchemin. Dans le secteur de l'automobile, le groupe CFAO Motors Burkina a présenté au public samedi dernier 2 nouvelles marques de véhicules, la Toyota Starlet et la Toyota Corolla Cross. Pour les responsables de la société, ces véhicules sont adaptés au contexte burkinabé et sont à coût réduit. L'objectif est de permettre aux Burkinabés de se procurer des véhicules à des coûts acceptables et de réduire surtout l'importation des véhicules d'occasion. Abdourahmane. Permettre au cadre moyen burkinabé d'avoir un véhicule neuf, de qualité et à moindre coût, c'est l'objectif que s'est fixé CFAO Motors Burkina. C'est pour concrétiser cela qu'il a présenté ces 2 nouvelles marques, la Toyota Starlet, conçue pour le milieu citadin, et la Toyota Corolla Cross, adaptée aux pistes rurales. Pour le directeur général de CFAO Motors Burkina, l'objectif est de répondre aux besoins des populations qui se tournent de plus en plus vers les véhicules d'occasion avec les risques que cela comporte. Ces véhicules qui sont conçus pour avoir des prix abordables sans sacrifier le confort, la sécurité et les contraintes aujourd'hui de pollution ou plutôt d'absence de pollution. Il y a comme une invasion des voitures d'occasion, pas parce que les gens veulent de l'occasion, mais tout simplement parce que les occasions arrivent à des prix qu'ils peuvent payer, je dirais. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de dire aux gens, vous pouvez, à des prix pas très différents de ce que vous mettez pour acheter des voitures d'occasion qui ont 6, 10, 15, 20 ans, accéder à un véhicule neuf que vous paierez tranquillement. Et dans le cadre de ce projet, le directeur général de CFAO Motors Burkina a dévoilé les différentes mesures prises pour accompagner les clients. Nous avons donc également amorcé pour accompagner l'innovation des échanges avec nos partenaires banquiers avec pour objectif de mettre en place des crédits, des conditions d'accès au crédit bien étudiées, adaptables tant aux particuliers qu'aux entreprises qui voudraient pour leur parc de fonctionnement ou éventuellement dans le cadre des car plans, permettre à leurs collaborateurs d'accéder à des véhicules. Donc avec ces banques, nous avons déjà trouvé des accords qui restent à peaufiner. Le directeur général a profité de l'occasion pour inviter les populations à faire confiance aux produits de CFAO Motors qui, selon lui, sont également adaptés aux réalités du Burkina Faso. Culture Cinéma, à quelques jours de la 27e édition du FESPACO, SEM Film Production, a présenté l'avant-première du film Massoud. Massoud est un long-métrage de Emmanuel Routumba Mbaïdé, un réalisateur tchadien vivant au Burkina Faso. Son film d'1h40 traite principalement de la question du terrorisme qui mine le Sahel de nos jours. Pour découvrir l'œuvre cinématographique, direction la salle de Ciné Burkina avec Ami Valian et Cynthia Hilaire-Pascal. Le film Massoud dépeint en images une histoire authentique et réelle sur l'extrémisme religieux nourri par les discours radicaux qui endoctrinent certaines populations issues des zones d'insécurité au Sahel. Ce long métrage nous plonge dans le quotidien d'une famille partagée entre les discours pacificateurs et modernes du père imam du village et les agissements de son fils en proie aux discours radicaux et violents. Le film se veut un outil de sensibilisation sur l'insécurité et l'extrémisme violent qui mine le Burkina Faso et la
la région sahélo-sahélienne. Et pour le réalisateur, ce film s'interroge sur l'apport de tout un chacun pour la préservation et la promotion du vivre ensemble. Je me suis dit, moi, en tant qu'individu, je me suis rapproché davantage de ces termes-là, de terrorisme sur le plan international, à la connaissance justement d'une date macabre qui est le 11 septembre 1999, qui a rendu célèbre justement Ben Laden. Je me dis, je vais poser ce propos-là comme ça au Sahel, nous concernant, en Afrique, et pourquoi pas pour le monde aussi. Mais Massoud restera le point de départ de cette idée, pour que le monde entier se rende compte qu'il y a eu d'abord un commandant qui a lutté contre ce fléau. Cette projection a aussi et surtout permis de présenter les acteurs qui ont travaillé sur le film. Une aventure enrichissante mais aussi éprouvante selon Massoud Bari, acteur principal du film. Pour la première fois, il faut comprendre que ce n'est pas du tout aisé. J'ai déjà joué dans des films, mais c'est des rôles petits ou des rôles secondaires. Mais là, je porte tous les films sur moi, donc le rôle principal. Donc du coup, forcément, ça change, ce n'est pas la même chose. Donc il y a eu beaucoup de difficultés d'abord dans le jeu d'acteur, mais grâce à la maestria du réalisateur, les choses sont allées dans l'ordre, c'était bien. Et puis, il fallait vraiment faire un don spécial de soi aussi. C'est donner à fond la caisse. Et donc, du coup, c'était pas simple. Mais après, bon, c'était que du jeu. Un don de soi qui déteint sur le rendu et donne un cachet particulier au film, se réjouissent les cinéphiles conviés à cette avant-première. Et pour le film que je viens de regarder, le film d'Emmanuel Mbaïdé, j'ai vraiment aimé déjà le jeu d'acteur au fait des acteurs en question et surtout l'image. Et je pense que ce film mérite un prix au Festival. C'est un film qui m'a d'abord attiré par le titre. Et le thème que le film traite, c'est un thème vraiment d'actualité. Nul ne peut ignorer que le terrorisme sévit un peu partout dans le Sahel de façon générale et dans le monde en particulier. Et donc le film était tellement émouvant et j'ai suivi vraiment avec une très bonne attention. Je suis marqué également par les interventions des différents acteurs, surtout l'acteur principal qui a joué très très bien son rôle. Le film Massoud du réalisateur Emmanuel Rotouba Mamaïdé sera en compétition officielle lors de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Le film, faut-il le rappeler, a connu la participation de grands noms du 7e art burkinabé. On peut citer entre autres Youssouf Diaoro, Ibrahima Traoré et Delphine Ouattara. Tunisie, après 3 mois d'attente, le pays se dote d'un nouveau gouvernement. La chef du gouvernement tunisien, Najla Bouden, nommée en septembre dernier, et les membres de son cabinet ont prêté serment devant le président de la République, Kais Saïd. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée ce lundi au palais de Carthage. Le nouveau gouvernement tunisien se compose de 24 ministres et une secrétaire d'État, dont 9 femmes. Après 11 semaines d'attente, la Tunisie a un nouveau gouvernement. Il succède à celui d'Hichem Chichi, limogé le 25 juillet. La formation de l'équipe dirigée par Najla Bouden, nommée au poste de Premier ministre fin septembre, a été annoncée lundi par le président tunisien. Kais Saïd a salué la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Le Premier ministre a été désigné, ce qui fait d'elle la première femme Premier ministre en Tunisie, mais aussi au niveau des pays arabes. C'est un honneur pour les femmes tunisiennes qui ne sont pas des produits de beauté, qui rendent les institutions ou les institutions parlementaires plus belles. Nous ne sommes sous le mandat de personne, mais comme la Constitution prévoit un gouvernement, celui-ci a été formé et sa formation a été plus rapide que les opposants ne l'avaient prévu. Des opposants qui ont manifesté la veille de la formation du nouveau gouvernement contre ce qu'ils appellent le coup de force du président tunisien. Kais Saïd avait pris le contrôle de l'ensemble de l'appareil de l'État le 25 juillet.
Football, quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les étalons se sont imposés une fois de plus face aux Requins de Djibouti par le score de 2-0. Après cette rencontre, le Burkina Faso est en tête du groupe A avec 10 points plus 8 en attendant la rencontre Algérie-Niger prévue pour le mardi 12 octobre 2021. Retour sur cette belle victoire des étalons avec Assami Touré. Bilan comptable satisfaisant pour les étalons à l'issue de leur double confrontation contre les Requins de la mer Noire de Djibouti. Victorieux 4-0. Lors du match aller disputé il y a 3 jours, les hommes de Kamou Malo ont remis le couvert en l'emportant 2-0. Dans cette partie où les 3 points semblaient non négligeables, les étalons traînent les pieds au moment de la mise en bouche. Mohamed Konaté préfère attendre les photographes et voit sa frappe captée par le dernier rempart des Requins dès la première minute. Nullement complexés, les poulains du Français Julien Met jouent leur chance à fond, mais la défense des étalons veille. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir les étalons prendre l'avantage au marquoir. Sur un merveilleux centre de Zakaria Sanogo, Issoufou Dayo monte plus haut que tous et capitule de la tête la balle au fond des filets. 1-0 pour les étalons, score qui sonne du reste la première période. De retour des vestiaires, les étalons n'ont besoin que du premier quart d'heure pour enfoncer le clou. Sur un service de Zakaria Sanogo, Faisal Tabsoba s'y prend à 2 reprises pour doubler la mise dans cette partie. Son 3e but en 2 confrontations face à Djibouti. Certainement l'homme en forme de ces 2 matchs, Faisal manque de peu le doubler, mais sa bicyclette passe à côté. L'essentiel étant acquis, les poulains de Malo gèrent sereinement et manquent par moments de belles opportunités d'alourdir le score, avec notamment Yacouba Sogné qui reçoit malgré tout les encouragements de Kamou Malo. Avec cette victoire, les étalons prennent provisoirement la tête de leur groupe avec 10 points et une différence de but de plus 8. C'est donc dire que la rencontre Niger-Algérie sera attentivement suivie en attendant les 2 dernières journées en novembre prochain. Football pour terminer, 3e journée de la Ligue 1 Lonabé. Plusieurs confrontations étaient au programme ce week-end. Des matchs très attendus, à l'occurrence la rencontre AS Police, AS Sonabel, Salitas Usfa et surtout le derby de la capitale EFO, Asfayenenga. Pour cette dernière rencontre, Stelis et Asfazian se sont quittés dos à dos. Un score nul et vierge comme il fallait s'y attendre. À l'issue de cette 3e journée, l'AS Sonabel est en tête de liste. Majestic, qui était dernier à la 2e journée, laisse la 16e place au RCB. On reste avec Assami Touré. Le bras de fer entre les bleus-blancs et les verts et or a accouché d'une souris. L'enjeu de la rencontre a pris le dessus et aucun but n'a été inscrit. Pourtant, c'est l'ASFA qui semblait plus déterminé en première période avec des occasions à l'image de cette frappe de Yannick Ponogo qui passe à côté. Il y a eu également ce coup franc bien exécuté et la tête de Kofi Doyon et la claquette du portier de l'étoile filante de Ouagadougou. En seconde période, les Asphasiens sont encore à la charge avec un but refusé pour position avancée. Les faux réagissent en fin de partie par cette frappe qui passe au-dessus de la barre transversale. Score final à 0 but partout. Bon à prendre pour l'étoile filante de Ouagadougou. Oui, c'est là que je disais tantôt, ils ont commencé avant nous. Nous, ça fait notre 3e match. Et peut-être ils ont commencé depuis la Coupe AGSB. Voilà, ils sont plus ensemble que nous. Et si vous avez remarqué, la 2e mi-temps, c'était pour nous. Voilà, chacun a son mi-temps. Nous, on a manqué du barrage, sinon il y a eu des occasions qu'on pouvait marquer. Mais je me dis, bon, c'est la reconstruction. On va toujours travailler, ça va venir. L'objectif, c'est là, c'est pouvoir amener les faux au haut niveau. Donc l'objectif, c'est ça. On va travailler, ça va venir. Du côté de l'ASFA Yeninga, on trouve qu'il y avait de la place pour remporter la victoire. C'est mon premier début au Burkina. Vraiment, j'ai aimé l'intensité surtout. Assez de duels, de part de doute. Et véritablement, nous, de notre côté, on est à la veille d'une rencontre importante en Coupe d'Afrique. Voilà, on a fait ce qu'on peut. On a fait ce qu'on peut, surtout en première mi-temps. Mais il faut reconnaître que l'adversaire a joué beaucoup athlétique en défense, beaucoup bien regroupé. On n'a pas eu cette opportunité d'avoir des occasions de but. Vraiment, mais quand même, même sans but, on a senti quand même cette rage de vaincre là. Voilà, de part et d'autre. Et vraiment, c'est pas mal. On se contente du seul point pris. Voilà, je pense que c'est bon, on a partagé la pointe en 2. Après cette 3e journée, l'AS Sonabel prend la tête du classement avec 7 points, suivi du RCK également 7 points et Salitas 6 points. Au bas du tableau, on a l'AS Douane qui est 14e avec 3 points, suivi de l'ASFB avec 2 points et le RCB dernier avec 1 point. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.